Sans plus attendre, je vais demander à Géraldine de s'emparer de la télécommande et de passer sur les tumeurs de vessie infiltrant le muscle. On va parler chimiothérapie systémique, nous faire un rappel de ce qui est fait et de ce qui devrait être fait. Géraldine, nous t'écoutons. Alors oui, effectivement, on va parler de la chimiothérapie périopératoire pour les tumeurs localisées, c'est-à-dire la chimiothérapie en situation néoadjuvante ou adjuvante. On va partir d'un cas clinique qu'on va discuter tous ensemble. C'est un patient âgé de 63 ans qui a une intoxication tabagique marquée à 40 taques à année, une hypertension artérielle bien équilibrée, pas d'autres comorbidités, et qui consulte parce qu'il a une hématurie macroscopique qui évolue depuis 3 mois, avec à l'échographie prescrite par le médecin traitant et faite en ville, une lésion bourgeonnante qui fait 5 cm, qui est à la face latérale gauche de la vessie, sans dilatation des cavités piélocalicielles associées. Il a dans un premier temps une résection transurétrale de vessie qui confirme l'existence d'un carcinome urothélial de stade PT2 minimum, pas de carcinome in situ associé. On lui fait un bilan d'extension qui est négatif. Il a un excellent performance status avec un ECOG à 0 et une clairance de la créatinine qui est à 67 ml par minute. Donc c'est bien sûr un patient qui va être discuté en RCP. Et les propositions thérapeutiques qui vont être discutées, c'est soit de lui faire une chimiothérapie néoadjuvante suivie d'une chirurgie de type cystoprostatectomie totale avec un curage ganglionnaire étendu et une dérivation urinaire, et on privilégiera chez lui une entéroplastie, soit une cystoprostatectomie totale avec un curage ganglionnaire étendu suivie d'une chimiothérapie adjuvante en fonction des résultats anatomopathologiques, soit une cystectomie totale avec curage ganglionnaire sans aucune chimiothérapie périopératoire, soit l'inclusion dans l'essai VESPER, qui est un essai en cours qui randomise MVAC versus gemcitabine cisplatine en situation néoadjuvante ou adjuvante en fonction de votre choix, soit un traitement trimodal de type résection maximaliste associé à une radiochimiothérapie. Alors, que nous disent les recommandations ? Les recommandations sont très claires, aussi bien au niveau de l'EAU que de l'AFU, et recommande de faire une chimiothérapie néoadjuvante si votre patient est fit, c'est-à-dire s'il a un performance status inférieur à 1 et une clairance de la créatinine supérieure ou égale à 60 ml par minute. C'est une recommandation de grade A, et la chimiothérapie qui est recommandée, c'est une chimiothérapie de type MVAC ou MVAC intensifié. Pourtant, les pratiques actuelles sont très différentes de ce qu'on pourrait en attendre, et vous voyez que dans un sondage fait en 2013 par le CCAFU, chez un patient fit, seuls 51% des urologues proposaient une chimiothérapie néoadjuvante et 23% d'entre eux ne le proposaient que si la tumeur était considérée T3, T4 ou N+, sur le bilan d'extension. Vous voyez qu'aux États-Unis, on ne fait pas mieux, puisque les données de l'ASCO-GU 2014 nous montrent que cette chimiothérapie néoadjuvante n'est faite que dans 45,6% des cas en cas de tumeur T2. Et on augmente un petit peu ce pourcentage à 67,1% des cas pour les tumeurs T3, T4. Géraldine, excuse-moi de t'interrompre, est-ce que tu peux rappeler aux collègues ce que c'est qu'un patient fit parce que c'est important, on utilise parfois des termes qui ne sont pas rentrés toujours dans la pratique courante. Donc ce patient, il est fit, tu nous l'as dit sur sa fonction rénale. Est-ce qu'il y a des critères qu'on fait qu'on devient unfit ou fit, à part la fonction rénale ? Alors quand on dit fit, c'est fit pour la chimiothérapie. Généralement, c'est également fit pour la chirurgie. Et c'est sur 2 critères, c'est le performance status et c'est la fonction rénale. Et pour la fonction rénale, c'est la clairance de la créatinine selon la formule MDRD qui est privilégiée maintenant. Et on considère que le patient est fit lorsque la clairance de la créatinine est supérieure ou égale à 60 ml par minute et que le performance status est inférieur ou égal à 1. C'est important parce que ce sont ces patients qui sont en bon état général et pour lesquels on a envie de faire la chirurgie rapidement, comme tout à chacun, qui sont les meilleurs candidats à la chimiothérapie et non pas réserver la chimiothérapie à des patients qui seraient plus fatigués et qui seraient moins enclins à avoir le protocole de chirurgie. Et là encore, c'est pour lutter contre les idées reçues et de dire, voilà, cette chimiothérapie doit être, à défaut d'être proposée systématiquement, discuter. Et ça, je crois que c'est un point important parce que manifestement, ça n'est pas toujours le cas. Je te laisse poursuivre. Ce d'autant que lorsqu'on regarde les raisons pour lesquelles cette chimiothérapie néoadjuvante n'est pas faite, c'est rarement en raison de comorbidité ou d'une insuffisance rénale sous-jacente, mais dans la majorité des cas, dans 33% des cas, c'est lié au fait que le chirurgien a décidé de ne pas la faire. Donc, une raison assez arbitraire, et je pense que ces patients doivent absolument être discutés en RCP pour qu'on puisse tous ensemble prendre une décision. Et aujourd'hui, dans ma RCP, j'ai la chance d'avoir Nadine Ouédé comme oncologue, et je vais lui demander ce qu'elle en pense et ce qu'elle aurait fait pour ce patient.
Ouais, merci Géraldine. Moi, j'avoue que j'apprécie tout particulièrement quand la chimiothérapie périopératoire est discutée par les urologues, les chirurgiens, parce que c'est vrai que ça doit rentrer dans les pratiques. Il faut savoir qu'en situation néoadjuvante, c'est quand même le seul moment où on a un niveau de preuve de grade A pour dire qu'on a un impact positif, donc on a un bénéfice sur la survie globale à utiliser une chimiothérapie à base de cisplatine pour ces patients-là. Alors, c'est vrai qu'on retrouve toujours cette courbe de cette méta-analyse qui a été publiée maintenant il y a quelques années, mais néanmoins, c'est pour nous notre référence, avec un gros potentiel de malades, puisque dans cette méta-analyse, plus de 2500 patients ont été observés et on a un bénéfice sur la survie globale de 5%. Donc pour nous, c'est suffisant pour décider de mettre en place cette chimiothérapie. Donc tu l'as très bien résumé, chez des patients en bon état général qui ont une fonction rénale qui permet d'utiliser une combinaison à base de cisplatine. Et dans nos pratiques actuelles, c'est MVAC ou MVAC. Alors on dit intensifié, c'est pas non plus une chimiothérapie excessivement lourde, c'est un protocole qui est raccourci, donc qui peut aussi avoir un intérêt pour vous puisqu'on va pas trop décaler la chirurgie. Qui se fait 4 à 6 cycles, donc sur 2 à 3 mois de traitement préopératoire avec des facteurs de croissance, donc qui se passe très bien sur une population très sélectionnée. Et dans ton cas clinique, tu nous as vraiment décrit le patient idéal. Il est jeune, il est en bon état général, il a une bonne fonction rénale, donc il faut absolument lui proposer une chimiothérapie néoadjuvante. S'agissant de cette chimiothérapie intensifiée que tu viens d'évoquer, c'est un peu finalement, quand on regardait les options que Géraldine nous proposait, on avait l'impression que l'item Vesper était une bonne synthèse des 2 premiers items, c'est-à-dire soit on fait de l'intensifié, soit on fait le protocole classique, mais ce que tu nous dis ici, c'est que l'enjeu, c'est pas faire de la chimiothérapie, j'allais dire édulcorée, si on sent qu'on peut pas donner le cisplatine, là, on n'est pas dans l'optimal. Si on part sur du carbo ou si on part sur autre chose. On n'a pas la preuve que de faire une chimiothérapie à base de carboplatine dans cette situation-là apporte quelque chose au patient. Donc je pense que si on ne peut pas utiliser du cisplatine, on va à la cystectomie et on se repose la question après en fonction des données histologiques complète, réelle, je dirais, puisque là, on a un staging sur la RT-UV, sur un scanner préopératoire. On se repose la question en post-opératoire, en sachant qu'on a quand même quelques données, je pense que tu vas nous présenter, mais le niveau de preuve est moindre par rapport au niveau de preuve que l'on peut avoir en situation néoadjuvante. Merci, on va te laisser poursuivre, Géraldine. Alors effectivement, cette méta-analyse de 10 essais randomisés dont vous a parlé Nadine a été actualisée. Et donc, on a des données un petit peu plus récentes qui confirment ce bénéfice en survie globale. On est à 6% de bénéfice en survie globale avec une réduction du risque de métastase de 23% dans cet essai, ce qui est quand même relativement notable. Et comme vous le voyez, ça c'est une autre étude, l'étude du SWOG, qui montre que le bénéfice existe aussi bien pour les stades T2 que pour les stades T3, T4. Donc, quel que soit le stade, les patients bénéficient de cette chimiothérapie néoadjuvante. Alors pour ce qui est de la chimiothérapie adjuvante, je vais demander à Yann de nous faire un petit peu de nous donner son avis. Est-ce qu'on peut, si on n'a pas proposé de chimiothérapie néoadjuvante, proposer la chimiothérapie adjuvante chez ce patient ? L'avantage, c'est qu'on aura un staging opératoire avec une pièce anatomopathologique qui permettra d'être sûr qu'on est dans une indication utile de chimiothérapie adjuvante. En revanche, et là je parle sous le contrôle de Nadine, les données de la littérature en faveur d'un bénéfice de la chimiothérapie adjuvante sont bien moindres que celles de la chimiothérapie néoadjuvante. La dernière étude en date de l'ERTC de Stenberg, qui avait pour objectif d'inclure 1200 patients, a dû s'arrêter beaucoup plus tôt. Et ces conclusions semblent montrer que ceux qui bénéficient de la chimiothérapie adjuvante, ce serait uniquement les patients non métastatiques ganglionnaires avec des tumeurs localement avancées. Donc, dans ces cas-là, effectivement, on pourrait le proposer à défaut d'avoir fait du néoadjuvant, sachant qu'au moins on aura évité, entre guillemets, du néoadjuvant inutile à un patient qui n'en aurait pas bénéficié, eu égard au fait que le bénéfice attendu n'est que de 5% et qu'effectivement, on peut toujours discuter au cas par cas. Et je crois que ce qui est important, c'est de faire le distinguo, parce que Géraldine nous disait, on peut étendre jusqu'au T3, T4, N+, et on n'est pas dans la situation des patients pour lesquels un T4, N+, je suis désolé, on a envie de proposer une cystectomie. Donc il y a la chimio néoadjuvante en intention, j'allais dire curatrice, avec une séquence qui est extrêmement profitable au malade, mais d'un point de vue
curateur. Et puis, il y a des chimiothérapies périopératoires qui ne sont pas celles dont on a envie de parler aujourd'hui, qui sont des chimiothérapies opératoires pour lesquelles il faut trouver un autre terme. Alors, je ne sais pas si vous en avez un qui vous vient à l'esprit, mais qui ne correspond pas stricto sensu au néoadjuvant, mais plus à la réduction du volume tumoral dans la perspective d'une chirurgie d'exérèse. Donc, c'est la chimiothérapie qui vient nous aider dans la perspective d'une exérèse, alors qu'on n'est pas sûr de la faire. Tandis que le néoadjuvant dont on parle, c'est celui dont on sait dès le début qu'on va pouvoir lui faire la cystectomie. C'est pas les mêmes. La définition de la chimiothérapie néoadjuvante, c'est un patient qui est opérable d'emblée et à qui on propose une chimiothérapie première sur le risque micrométastatique. Je crois que c'est très important parce que ce sont des termes qu'on va retrouver dans l'oligométastatique, dans le cancer de la prostate, etc. Qu'est-ce que c'est la définition de l'oligométastatique ? C'est celui dont on pense, pour lequel on va tout pouvoir retirer, et on le revoit dans... Donc là, on est sur quelque chose qui est un vrai concept, et même si cette chimiothérapie peut être discutée. Mais dans l'esprit des gens, il faut qu'ils puissent faire la part des choses. Effectivement, c'est important de bien préciser les choses, et souvent on parle de chimiothérapie d'induction, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Très bon Quand terme. il s'agit de tumeurs T4 ou N+, on n'est pas du tout dans la même perspective. C'est de la chimiothérapie première, avec une réévaluation par imagerie en cours de traitement. Et on voit à ce moment-là si le patient devient opérable en fonction de la réponse à la chimiothérapie. Plus convenable on n'est pas dans la chimiothérapie néoadjuvante, effectivement. Alors simplement un petit rappel sur l'essai VESPER, on en a parlé un peu dans les options possibles de discussion RCP pour ce patient. L'essai VESPER, c'est un essai qui est en cours et dans lequel vous pouvez inclure les patients et qui randomise le standard actuel qui est donc le MVAC intensifié versus gemcitabine cisplatine qui est une association mieux tolérée mais dont on ne sait pas si l'efficacité est similaire. Donc c'est un essai à Fugetug et effectivement, si vous pouvez inclure les patients, faites-le pour qu'on ait la réponse à cette question. J'insiste également sur l'importance de la rapidité de la prise en charge. On en parle beaucoup et c'est vrai que des patients qui ont une tumeur infiltrante de vessie doivent être pris en charge rapidement, on le sait. Dans cette série, le délai a été fixé à 12 semaines. Attention, c'est une série de patients qui n'ont eu qu'une cystectomie sans chimiothérapie néoadjuvante et ça n'est pas du tout les mêmes considérations lorsque le patient reçoit une chimiothérapie néoadjuvante et ça on le sait depuis l'ASCO-GU 2014 où on sait que les délais peuvent être portés jusqu'à 5 mois sans que ce soit délétère dans le cadre de la prise en charge de votre patient. Ce qui est important, c'est d'avoir une très bonne coopération entre les oncologues et les urologues. C'est-à-dire que dès que les résultats anatomopathologiques sont reçus par l'urologue, le dossier doit être staffé en RCP. Vous devez discuter de ce dossier. Et si une chimiothérapie néoadjuvante est décidée, elle doit être instaurée rapidement. En cours de chimiothérapie néoadjuvante ou à la fin de la chimiothérapie néoadjuvante, en fonction de la discussion que vous avez avec votre oncologue, un scanner de réévaluation sera réalisé. Et il faut que vous revoyiez ce patient avec ce scanner de réévaluation pour pouvoir programmer la chirurgie très rapidement, c'est-à-dire dans les 4 à 6 semaines, pas trop tôt non plus, mais 4 à 6 semaines après la fin de la chimiothérapie néoadjuvante. C'est-à-dire qu'il faut revoir votre patient, soit juste avant, soit juste après la dernière cure, pour pouvoir avoir le temps de le programmer pour sa cystectomie. Et moyennant quoi, vous n'avez aucune perte de chance en termes de prise en charge pour votre patient. Donc, même question voilà, pour ce patient, mais s'il avait eu une fonction rénale altérée avec une clairance qui n'est pas catastrophique, qui est à 50 ml par minute, finalement, qu'est-ce qu'on aurait proposé chez ce patient ? Nadine, est-ce que tu lui aurais fait de la chimiothérapie néoadjuvante à ce patient ? Alors, certainement pas à base de carboplatine. Après, on peut se poser la question de pourquoi il a une fonction rénale altérée. Est-ce que c'est à cause de la tumeur ? Est-ce qu'il peut bénéficier d'une néphrostomie transitoire percutanée pour lui permettre de récupérer une fonction rénale correcte et d'accéder à la chimiothérapie? Ça peut se discuter aussi en RCP. Mais si c'est son état de base avec une fonction rénale à 50 minutes, non, je vous l'adresserai directement pour une prise en charge chirurgicale et on se reposera la question ultérieurement d'une chimiothérapie post-opératoire. Alors effectivement, ce patient-là n'avait pas de dilatation des cavités pyélocalicielles, pas de raison obstructive à cette insuffisance rénale. Et effectivement, que nous disent les recommandations ? Les recommandations nous disent que chez ces patients considérés comme unfit du fait d'une clairance de la créatinine inférieure à 60 ml par minute, il n'y a pas d'indication à faire une chimiothérapie périopératoire. Les niveaux de preuve qu'on a reposent sur des données toujours à partir de méta-analyses et à chaque fois le bénéfice est observé dans des essais qui ont inclus des sels de platine. Alors pour ces patients unfit, on va peut-être avoir très prochainement des essais cliniques qui vont être ouverts à base d'immunothérapie. Et vous le savez, l'immunothérapie, c'est très à la mode, Nadine va vous en parler tout à l'heure dans les tumeurs de vessie, infiltrant le muscle. Et on peut, dans ces essais, ça c'est un essai en néoadjuvant, mais on aura également des essais en adjuvant, proposer de l'immunothérapie à ces patients, même lorsque la fonction rénale est altérée, c'est-à-dire à condition que la clairance soit supérieure à 20 ml par minute,
on peut tout à fait inclure ces patients dans des essais à base d'immunothérapie. En conclusion, à l'heure actuelle, il faut privilégier la chimiothérapie néoadjuvante chez les patients qui sont considérés comme fit, puisqu'on vous l'a dit, il y a un bénéfice en survie globale, quel que soit le stade. Il faut bien sûr une excellente coopération entre oncologues et urologues pour respecter les délais de prise en charge. Et chez les patients unfit, sur les données de fonction rénale ou de performance status, il n'y a aucun bénéfice à faire de la chimiothérapie périopératoire. Pensez à l'essai Vesper pour inclure vos patients que vous verrez prochainement en consultation. Merci Géraldine. Avant de tourner la page de ce sujet, j'aimerais t'interpeller sur un point que la littérature ne met pas très bien en valeur. D'ailleurs, vous deux, mais d'abord ton analyse à toi, c'est le nombre de cycles. Parce que quand on compare les papiers de chimiothérapie, on dit oui, il y a un avantage de survie, etc. Mais stricto sensu, nous, on parle de cystectomie et on est extrêmement... on essaie d'être rigoureux dans les techniques, on dit qu'il faut faire du curage. Voilà, on s'interpelle entre nous, urologues. Est-ce que les oncologues se sont interpellés sur le nombre de cycles qu'on fait? Parce que moi, je vois des variantes de 3, 4, 5, 6 cycles. C'est quoi le standard? Et surtout, est-ce que tu trouves qu'il y a une homogénéité de cette littérature vis-à-vis de ça? Alors, il n'y a aucune homogénéité dans la littérature. Donc, c'est vrai que ça repose vraiment sur l'expérience qu'on en a. Et je crois qu'on peut dire qu'au bout de 3, maximum 4 cures de chimiothérapie néoadjuvante, on a déjà une très bonne réponse thérapeutique qui nous permet de faire une cystectomie dans des bonnes conditions. Et je ne pense pas qu'il faille pousser jusqu'à 6 cycles de chimiothérapie néoadjuvante, à condition bien sûr d'avoir une réévaluation scanographique à la fin du traitement et de savoir où on en est. Je ne sais pas quel est ton avis là-dessus, Nadine. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. En gros, nous, on se dit 3 mois de traitement parce qu'il ne faut pas oublier que tous les patients ne vont pas non plus répondre à la chimiothérapie. C'est une tumeur qui est très chimiosensible. On a en gros 50% de réponse objective, mais ce n'est pas à 100%. Et on a des patients qui sont réfractaires aux cisplatines. Donc, on ne veut pas leur faire perdre de chance. On ne veut pas trop décaler le geste chirurgical. Donc, en gros, c'est 3 mois de chimiothérapie. Si on utilise un MVAC standard, ça va dire 4 cycles. Si on fait du MVAC HD, on a le temps de faire 6 cycles. C'est aussi intéressant parce que du coup, on a une dose dense. Tu as mis MVAC DD, dose dense de cisplatine plus intéressante pour le patient. Mais en gros, c'est la durée qui va nous définir le nombre de cycles. Et tu mets le doigt sur un point sensible qui est un peu l'ouverture les nouvelles thérapeutiques, mais surtout les nouveaux marqueurs moléculaires qui nous permettent de savoir si oui ou non un patient est potentiellement sensible à un traitement. On a quelques données maintenant dans la littérature qui disent ce patient est fit sur des critères cliniques, bon état général, bonne fonction rénale, mais il a peut-être une capacité à répondre au traitement, il est répondeur versus non répondeur. Alors, c'est fragile encore, mais il y a des données moléculaires qui laissent à penser que il y a des gens qui ont un profil de répondeur et de non-répondeur. Et idéalement, si on pouvait les identifier en amont, on serait dans une perspective où on perdrait moins de temps, parce qu'un des arguments de ceux qui ne font pas de la néoadjuvante, et ils ont raison de ce point de vue-là, il y a quand même une petite proportion de malades, de ceux qui ont été sélectionnés, qui ne vont pas répondre et sur lequel potentiellement on aura perdu un tout petit peu de temps. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, je suis tout à fait d'accord. Donc on commence à voir apparaître, comme tu le dis, des signatures moléculaires qui doivent encore être validées pour être appliquées en clinique et en pratique courante, mais on voit qu'effectivement il y a des sous-types particuliers, basal, luminal, P53 light, qui vont nous donner des pistes pour nous dire est-ce qu'il y a plus d'intérêt chez cette sous-population-là de faire une chimiothérapie et de ne pas l'utiliser sur d'autres sous-populations. C'est peut-être grâce à cela qu'on trouvera enfin un consensus entre les pros de l'adjuvant et du néoadjuvant. On va souhaiter en tout cas.